Bonjour à tous, mes petites chères je veux dire mes chers recrues. Après ma vidéo sur les pires armées de l'histoire, je me suis dit que ce serait sympa de vous dénicher 5 des pires armées de fiction pour partir encore une fois dans un abus total. Ici, on va se mettre à la place d'une recrue naïve et pleine d'idéaux, recrutée dans une armée de merde, jetée contre des hordes d'aliens ou de créatures fantastiques avec un équipement plus qu'insuffisant et un commandement qui prend des décisions tellement absurdes qu'on se demande s'ils tiennent à vos miches. Spoiler, non pas du tout. Je vous ai trouvé les formations militaires les plus nazes du multivers, qui parfois comptent des millions de membres, disposent de moyens phénoménaux, mais qui sont infoutus de les utiliser correctement. Ou bien totalement l'inverse, des armées de pouilleux pathétiques qui vous feraient choper la gale et 2-3 IST rien qu'à les regarder. Des armées de livres, de films ou de mangas remplis d'inutiles incapables de viser correctement une cible à 2 mètres. En gros, toutes les armées qui affrontent des héros américains dans les films d'Hollywood. Désolé Rambo, mais si tous les Vietcong visaient aussi mal, les États-Unis auraient pas été obligés de s'en aller de ce pays. D'ailleurs, moi ça m'a toujours fait marrer que dans les films d'action américains, que ce soit du Rambo ou John Wick, les ennemis fonctionnent un peu comme dans les jeux vidéo, en système de péons, sous-boss et boss. Genre t'as les ennemis de base, les Vietcong qui vont se faire tuer en quelques secondes, des sous-boss, genre un officier soviétique qui vont mettre un ou deux pains au héros, puis les boss qui vont le mettre un peu plus mal, voire peut-être passer à 2 doigts de le tuer. Comme quoi les jeux vidéo n'ont rien inventé, fin de la parenthèse. Ah oui, et bien sûr comme d'habitude, ce classement n'est ni exhaustif, ni très sérieux, même si je garde les armées les plus mauvaises pour la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me donner des idées de pires armées de fiction dans les commentaires pour un éventuel épisode 2. Mais avant de nous intéresser aux pires armées de la fiction, faisons l'inverse et intéressons-nous à une des armées les plus efficaces de l'histoire, avec le sponsor du jour, le manga Shut Hell, créé par Yu Ito, dont les 3 premiers tomes sont sortis aux éditions Panini Manga, que je remercie de soutenir la vidéo. Shut Hell, c'est l'histoire d'une guerrière sanguinaire qui va s'opposer à l'invasion mongole de la dynastie chinoise des Tangut au XIIIe siècle. Une guerre sale, pleine de massacres, où les armées du Grand Khan déferlent sur le nord de la Chine en dévastant tout sur leur passage. À travers des dessins détaillés, un style original, Shut Hell mélange aventure, combat et fantastique dans un contexte brutal qui est adouci par une profonde réflexion sur la valeur de l'écrit. Un des personnages, un jeune prince mongol du nom de Yurul, va en effet se passionner pour la culture des gens que son peuple envahit et va entamer une quête pour la sauver. Une quête qui l'amènera à croiser le chemin de la héroïne, l'ennemi juré de son peuple. Très honnêtement, j'ai adoré la lecture, le contexte du manga est original, le dessin joli, le scénario intriguant et les scènes de baston jouissives. Le tome 4 sort le 12 juillet et vous savez c'est quoi le plus beau? Le premier chapitre de cette œuvre est dispo en description et dans le commentaire épinglé, ainsi que le lien vers la boutique officielle où vous pourrez vous procurer le manga. Comme ça, vous pouvez au moins essayer le manga avant de l'acheter. Mais moi, je pense que comme moi, vous ne serez pas déçus. L'autrice d'ailleurs sera présente à la Japan Expo au stand Panini du 14 au 15 juillet de cette année si vous passez dans le coin. Mais bon, assez parlé des Mongols qui ont roulé sur tout le monde, nous on s'intéresse aux nazes et on commence ce classement des pires armées de fiction avec 5. Le premier ordre dans Star Wars. Vous connaissez sûrement tous l'Empire de Star Wars, une armée monumentale comptant des dizaines de millions de soldats qui, pourtant, a réussi l'exploit de se faire victime par quelques milliers de rebelles et des ours en peluche armés de lance-pierres, de se faire détruire 2 étoiles de la mort à la suite, de la même manière, tout en ayant une armée de soldats bigleux juste bons à se faire pougner par toute la galaxie. Sérieux, c'est un putain de sketch cette armée de guignols, sont juste ça pour mourir. Bon, vous voyez, le premier ordre, c'est pareil, mais en 10 fois plus merdique. Après la chute de Palpatine et de Dark Vador, les reliquats de l'armée et de la marine impériale se réfugient dans les systèmes éloignés pour comploter, tandis que la Nouvelle République reprend le contrôle de la majorité de la galaxie. Cette nouvelle armée, nommée le Premier Ordre, est composée des partisans de l'Empire les plus fanatiques. Bon, la comparaison avec la réalité est assez évidente, tous les drapeaux rouges, tout ça, c'est pas très subtil, mais bon, pourquoi pas. Dans Star Wars 7, ça commence plutôt bien. Le Premier Ordre est montré comme une force militaire professionnelle et plutôt compétente. Leur leader, Kylo Ren, a l'air assez menaçant, mais ce sera à peu près la seule fois qu'on pourra les prendre au sérieux. Et oui, dans Star Wars 7, 8 et 9, le Premier Ordre se fait systématiquement latter la gueule par une république, qui d'ailleurs réussit l'exploit d'être toujours en infériorité numérique alors qu'ils contrôlent la galaxie. Les pilotes du Premier Ordre perdent à 1 contre 10, ils se font éclater des vaisseaux gigantesques par les bombardiers les plus lents du monde, ils exécutent des prisonniers sans même tenter de les interroger, les commandants prennent des décisions qui vont à l'inverse de toute logique et vont construire à nouveau une méga étoile de la mort, la base Starkiller, qui dispose à nouveau d'un seul point faible, on ne se refait pas, et d'une protection tellement faiblarde que les héros réussissent à détruire cette arme planète en envoyant 3 escouades de vaisseaux et 3 connards qui s'infiltrent au calme dans un complexe qui compte plusieurs milliers de Stormtroopers. De même, lors de la bataille finale dans le 9, c'est littéralement une charge de cavalerie qui vient à bout d'une flotte de vaisseaux, capable de détruire des planètes en un coup de laser. Vous pouvez pas genre, je sais pas, pencher le vaisseau
de 20 degrés pour virer tout ce monde là, non? Quant à Kylo Ren, le Dark Vador de Wish, il finit de toute façon par se retourner contre son maître, tandis que ses acolytes, les chevaliers de Ren, sont juste des sortes de ninjas inutiles. Donc en tant que loyal Stormtrooper du Premier Ordre, si vous arrivez à avoir quelque chose derrière votre casque, vous pourrez assister au gâchis immense de ressources militaires que représente cette armée, pour vous faire buter d'une manière ridicule et évitable par des ennemis 10 fois inférieurs en nombre. Incompétents, idiots, mal organisés, alors qu'ils disposent de moyens colossaux qui leur assureraient une victoire facile si bien utilisée, le Premier Ordre excelle au moins dans une chose, c'est d'être sûrement un des antagonistes les plus merdiques que j'ai pu voir dans la fiction. Et ce n'est que le début du classement, car nous continuons avec 4. La garde de nuit dans le trône de fer. Petite question entre nous, ça vous dirait d'aller vous peler les couilles en plein milieu d'une toundra hostile, en compagnie de quelques milliers de criminels pouilleux, en attendant l'arrivée d'une force hostile que vous savez incapable de vaincre? Bienvenue dans la garde de nuit. Dans l'univers du livre, Le Trône de Fer, écrit par le célèbre George R. Martin, cette armée regroupe les quelques milliers de personnes qui doivent défendre un mur gigantesque rempli de sortilèges, supposé protéger le continent de Westeros de plusieurs menaces. Déjà les sauvageons, des hordes de pouilleux ultra énervés qui vivent au nord du mur. Puis ensuite, l'armée des morts, une masse de zombies presque intuables dirigée par des êtres ultra puissants, qui à tout moment peuvent décider de venir transformer le monde des humains en congélo. Le mur est donc un des endroits les plus importants de Westeros, un point stratégique qu'il faut défendre à tout prix. Du coup, qui a eu l'idée de faire confiance aux pires criminels du continent pour remplir cette tâche d'une importance capitale? Et oui, la garde de nuit est un rassemblement de criminels, de rejetés, de bannis et d'indésirables qui, pour l'immense majorité d'entre eux, n'ont pas eu le choix d'être là et doivent y rester toute leur vie. T'as volé une pomme, t'as le choix entre la mort et le mur. Quelle motivation incroyable tu dois avoir quand t'arrives là-bas. Pendant tout le trône de fer, la garde de nuit est présentée comme un ramassis de pouilleux, mal équipés, voire pas entraînés, qui n'ont même pas assez de vêtements ni de bois pour combattre le froid de gueux qui règne sur place, et qui ne peuvent garder que la moitié des avant-postes le long du mur par manque d'hommes. Le niveau de désertion est énorme, ils demandent sans cesse de l'aide au royaume de Westeros. Mais étrangement, tout le monde se contrefout d'un ramassis de criminels en galère. Bizarre, hein? Quelle idée, sérieux, vas-y, on a une menace existentielle qui arrive sur le pays, on sait pas trop quand, pourquoi pas confier notre défense à Michel Fourniret? Quelle idée de génie. Au-delà de ça, le mur, c'est juste un gros mur de glace, très dur à franchir certes, mais sans fossé, qui se fait régulièrement escalader par des sauvageons, qui peut se faire contourner par la mer, et qui globalement, ne sert strictement à rien. Voilà, alors dans le livre, on sait pas encore ce qui se passe, mais dans la série, il est détruit en 2 secondes par un dragon zombie. Yes. L'utilité quoi. Donc en tant que frère juré de la garde de nuit, vous vous pèlerez les couilles pendant toute votre vie en compagnie de meurtriers et de violeurs, tout en sachant pertinemment qu'à la seconde où l'armée des morts se ramène, le mur tombe, tout en vous envoyant dans la tombe. Comme vous voyez, mon humour est très subtil, et ça tombe bien, la prochaine armée du classement l'est tout autant, car on continue avec... 3. L'infanterie mobile dans Starship Trooper. Alors tu peux mater les culs de tes collègues dans les douches mixtes. Voilà, si t'es un ou une ado pleine d'hormones, c'est à peu près le seul truc cool que tu peux trouver dans cette armée. Pour le reste, va falloir vous préparer à mourir assez vite. Bienvenue dans le bras armé de la Fédération, la puissante infanterie mobile. Premier sur le terrain, mais aussi premier au paradis. Dans l'univers de Starship Trooper, cette armée protège la Fédération terrienne de la menace des terribles arachnides, des sortes d'insectes géants qui te découpent ton homme en un coup de pince et qui comportent une variété de bestioles assez énorme que vous allez devoir affronter presque au corps à corps, équipé d'un pauvre fusil en compagnie de plusieurs centaines de milliers de vos petits camarades. Sérieux, vous avez pas plus efficace comme fusil? Ça fait pas mal de balles là quand même. Et n'espérez pas y échapper car dès 18 ans, le service militaire est obligatoire si vous voulez être autre chose qu'un sous-citoyen sur Terre. La première chose que vous allez remarquer après votre entraînement très sommaire, c'est que malgré les grands discours martiaux de vos commandants, ceux-ci ont vraiment complètement l'air de s'en foutre si vous vivez ou si vous mourrez. Ici, vous faites partie d'une armée qui peut faire des voyages intergalactiques, qui disposerait sûrement d'armements très avancés, qui peut terraformer des planètes et qui fait le choix d'envoyer des centaines de milliers d'hommes combattre des insectes géants au corps à corps. Ok. Ici, des unités entières sont envoyées à la mort sur des planètes hostiles sans objectif, à attendre que des millions d'insectes sortent de leurs trous pour leur mettre la misère. Ces monstres fument des dizaines d'hommes avant de succomber, c'est pas un ratio de ouf, vous en conviendrez. La plupart des soldats n'ont pas d'armure, pas de support aérien, pas de support d'artillerie, on en voit beaucoup s'enfuir en pleine bataille aussi, et franchement je les comprends. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des manières un peu plus intelligentes et moins coûteuses en vie humaine que de balancer son armée comme ça, en mode médiéval, avec pour seule protection un fusil inutile et quelques murs. En tant qu'infanterie de base donc, ne vous attendez pas à dépasser les 19 ans, tout comme la personne qui victimise la prochaine armée de ce classement qui est... 2. La marine dans One Piece. Après un tour dans l'espace, un dans le blizzard et un autre au milieu des insectes, que diriez-vous de vous offrir une petite croisière dans la marine de l'univers de One Piece? Je ne présente plus l'œuvre cultissime de Eiichiro Oda. Se terminera-t-elle avant ma retraite à 75 ans, ça je ne sais pas, mais une chose est sûre en tout cas, cet univers est un univers qui craint à fond.
Des pirates partout, des révolutionnaires, des monstres, et pour lutter contre tout ce bordel, la marine, la plus puissante institution du monde, qui compte dans ses rangs les guerriers faisant partie des plus féroces et des troupes comptant au minimum 1 million de soldats. Pourtant, la marine est bizarrement incapable de faire régner la paix sur le globe. C'est simple, en dehors des bases de la marine, toutes les mers et de très nombreuses îles sont contrôlées en partie ou quasi totalement par des criminels. À se demander ce qu'ils foutent pour laisser faire ça, mais vu leurs moyens, je pense que l'explication est plus au niveau d'incompétence stratosphérique. Leurs navires peuvent pourtant franchir tous les obstacles naturels du monde de One Piece, ils peuvent appeler un Buster Call, un regroupement de troupes capable de raser des îles entières, leurs amiraux sont ultra puissants, leur technologie la meilleure du monde, mais non, au lieu de rétablir l'ordre, ils préfèrent laisser proliférer des pirates, dont de nombreux très faibles, dans les mers du globe, et laisser les endroits les plus dangereux sous le contrôle de pirates les plus puissants, qui du coup étendent leur influence. Et surprise, se retournent parfois contre la marine. Ah, et puis le combat naval, c'est pas supposé être le point fort de la marine, non? Dans ce cas, pourquoi à chaque fois qu'il y a une flotte, il n'y a jamais de formation? Pourquoi toujours entasser les navires et se les faire éclater en groupe? D'ailleurs, malgré leur puissance, les marines n'ont même pas l'idée de laisser des bases sur chaque île de chaque océan, ce qui permet à des pirates un peu déter de piller, voire de réduire des populations entières en esclavage. Encore une fois, c'est un problème de ressources utilisées n'importe comment. À mon avis, envoyer une dizaine de robots pacifistes à nettoyer chaque nid de pirates un par un permettrait de se débarrasser de 70% d'entre eux en quelques années. Mais non, il faut que ces armes restent à protéger des nobles dégueulasses et demeurer sur une seule île. Bref, la marine, c'est typiquement une armée d'antagonistes qui est juste là pour s'opposer aux pirates le temps d'un arc narratif. Et en tant que soldat de base, vous aurez le choix entre poireauter dans une base pendant que des pirates saccagent toujours plus le monde autour de vous chaque jour qui passe, ou vous faire envoyer sans plan, sans formation, parfois même en sous-effectif, dans des batailles où vous devrez affronter toutes sortes d'horreurs tout en étant commandé n'importe comment. Sérieux, ça sert à quoi juste de masser des troupes comme ça? Y a même pas de formation, y a même pas de gens qui se couvrent, c'est absolument n'importe quoi. Mais au moins j'ai envie limite de dire que la marine tient bon, contrairement à la dernière armée du top qui est... 1. L'armée américaine dans The Walking Dead. Bon, en termes de nullité, je pense qu'on atteint un sommet assez énorme ici. Dans l'univers de The Walking Dead, un mystérieux virus ranime les corps à la vie, pour les transformer en zombies. Bouh, ça fait peur. Sauf qu'ici, on parle pas de zombies énervés à la 28 jours plus tard ou à la dernier train pour Busan, mais on parle de zombies cons comme des bites, qui se dirigent à 2 à l'heure vers le moindre bruit un peu fort, qui sont incapables d'ouvrir des portes ou de montrer plus d'intelligence que celle de marcher aveuglément dans une direction pour essayer de manger des humains. Des zombies qu'on peut très facilement semer ou distraire, qu'on peut même tuer tranquille tant leurs réflexes sont amorphes, et qui tombent dans le moindre piège ou fossé qu'on dresse sur leur chemin. Dans ce cas, comment l'armée américaine a pu perdre contre des trucs pareils? Bordel de merde. La menace est bidesque. L'armée US est l'armée la plus équipée du monde. Pour s'être fait vaincre en quelques semaines, comme il est suggéré dans la série, il aurait fallu que les généraux butent leurs hommes eux-mêmes à coups de bombes atomiques. Alors ok, au début de l'épidémie zombie, c'est dur de savoir, on a du mal à tirer dans les zombies parce qu'on pense qu'ils sont encore des civils, mais bon, après genre quelques jours, déjà tu commences par te rendre compte que ces zombies-là ne meurent totalement que quand on leur tire dans la tête, après avoir vidé 2 chargeurs, tu essayes ça si t'es pas un débile profond, et ensuite tu passes l'info à tes collègues. Ensuite, même si tu fais face tout seul à une foule énorme de zombies, je sais pas, tu prends ton meilleur sound system, tu balances le métal le plus fort qui existe, puis tu les attires tous dans un ravin ou dans un fossé, et voilà. Dans cette scène-là par exemple, qui illustre tout ce que je suis en train de dire, dans Fear the Walking Dead, on voit un camp se faire submerger par des masses de zombies. Bon déjà, comment tu entends pas arriver cette horde à 10 km? Ensuite, pourquoi avoir foutu des vieux grillages? Un simple mur, un mur de merde, de même pas 3 mètres de haut et 2 mètres d'épaisseur, aurait suffi à contenir les zombies pendant des heures. Enfin, vous avez des voitures, vous pouvez les semer tranquilles, pourquoi vous restez là vous faire bouffer? Vous avez compris, même si j'imagine la panique et l'incompréhension au début de l'invasion zombie, au bout de quelques jours, tu réagis, tu t'organises, tu comprends, tu piges. T'es dans un tank avec assez d'essence et de nourriture, tu peux tenir des semaines en roulant sur des zombies tout en bouffant tes meilleurs chips. L'armée US a 2600 chars et 40 000 blindés de toutes sortes. Il y a des drones pour repérer les hordes, des satellites pour communiquer, et en plus il y a des guns partout aux US, les civils peuvent aider. Avec un peu de planification, cette invasion bidesque aurait pu être gérée en un mois. Mais non, pas pour l'armée américaine dans The Walking Dead, qui s'est faite balayer par des zombies ou du slip, et qui remporte la palme de l'armée la plus stupide de ce classement, et donc entre dans le glorieux panthéon des pires armées de fiction. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce classement. Dites-moi dans les commentaires quelles armées pourraient avoir leur place dans un épisode 2. J'en profite pour vous dire que le livre Paris 1328 est d'ores et déjà disponible en précommande sur Amazon, la Fnac et dans toutes vos librairies et devrait arriver sur les étals le 2 novembre. Donc si vous avez raté la campagne de précommande, eh bien n'hésitez pas à vous procurer le livre maintenant avec le lien en description. Et en attendant, mes petites chairs à canon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.